bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, nous recevons avec une grande joie non dissimulée Caroline Hinault pour son roman « Traverser les forêts ». C'est un coup de cœur de la bibliothécaire des Champs Libres Mathilde. Je lis son avis que je partageais bien évidemment. La dernière forêt primaire d'Europe aux confins de la Pologne va entremêler le destin de 3 femmes. Un texte qui rend hommage à l'enfer de Dante, à l'enfer d'ailleurs à l'ensemble de la Divine Comédie, qui dit la violence du monde, mais aussi le pouvoir de la poésie, prix Bretagne 2024. Bonjour Caroline Hinault. Bonjour. Vous avez décidé, et vous allez nous dire pourquoi, de planter le décor dans la plus ancienne forêt primaire encore respectée, qui se trouve entre la Biélorussie et la Pologne. Oui, tout à fait. Je suis partie d'un fait réel d'histoire ultra-contemporaine qui a commencé à l'automne 2021. Une crise migratoire instrumentalisée, orchestrée notamment par le gouvernement biélorusse avec l'appui de la Russie, qui a fait venir des personnes migrantes d'Afrique, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, à la frontière de l'Europe, les a acheminées jusqu'à la frontière polonaise, dans cette fameuse forêt, qui est en partie la grande dernière forêt primaire d'Europe, Białowieża, et qui les ont, ce gouvernement les a abandonnés. Et donc, je voyais avec effroi, comme beaucoup de gens, ces photos, ces reportages, cette presse sur ces personnes qui vivaient dans cette forêt en errance, qui tentaient de passer la frontière pour l'Europe, parce qu'on leur avait vraiment promis des visas pour l'Europe, qui ne pouvaient même pas demander l'asile. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée dans la vision de ces gens qui erraient dans cette forêt. Et ça m'a effectivement évoqué la forêt qu'on trouve au tout début de l'enfer de Dante dans la Divine Comédie, qui sont d'ailleurs les premiers vers en exergue dans le livre. Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Et ça a été comme une espèce de déclic d'écriture, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je voulais écrire sur l'enjeu écologique contemporain à travers la question de l'arbre. J'étais très fascinée, je lisais beaucoup sur la question de l'arbre. Et puis finalement, cette forêt primaire m'a fascinée, parce qu'une forêt primaire, c'est un sanctuaire de biodiversité, c'est un lieu unique, où il n'y a pas eu de sédimentation de toutes choses. Voilà, il y a vraiment l'idée que ça se passe très bien des êtres humains, ça nous déplace complètement de notre anthropocentrisme, puisque vraiment c'est une forêt en libre évolution, c'est sublime. Et donc j'ai trouvé ça absolument fascinant qu'un tel lieu, finalement, un lieu de tant de beauté et si nécessaire à la vie, devienne un piège géopolitique. Et donc ça, quelque part, se sont télescopés, ce que je vous disais, 3 enjeux, un enjeu vraiment géopolitique, un enjeu écologique et un enjeu poétique. La question du langage, qui moi me passionne évidemment. 3 femmes, Alma, l'âme nourricière en latin, Nina, la grâce de Anna en hébreu, et Viera, la foi en slave. Oui, ou la vérité. Ou la vérité. Ou la vérité, ouais. Normalement, c'est Istina, la vérité. Viera, c'est plutôt la foi. D'accord. Si je peux me permettre. En tout cas, 3 personnes, Alma, Nina, Viera, donc une sorte de roman choral, où on va avoir des points de vue complètement radicalement différents sur cet espace, faut-il le préciser, séparé par un mur qui a été érigé dans le cadre de cette crise entre les 2 pays. Qu'est-ce que chacun va apporter? Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses se mettent en place? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? Ça sert d'abord à entrer par... Le roman, c'est quand même extrêmement utile. La fiction, c'est être aux côtés des personnages. C'est vivre avec eux. C'est quand même le lieu de l'empathie, en fait. C'est le lieu où je me mets à la place de l'autre. Et donc, je voulais qu'on soit à la place de ces 3 femmes qui se trouvent dans cette forêt pour des raisons très différentes. Donc, elles ont des nationalités, vous l'avez dit, et des âges aussi très différents, parce qu'il y a une jeune migrante qui est vraiment dans l'enfer de la forêt, au sens littéral. Je veux dire, c'est le froid, la faim, la violence des gardes-frontières, la violence du réel qu'elle se prend en plein visage et dans son corps et dans sa chair. Ça, c'est la première chose. Et je voulais aussi qu'on soit aux côtés de la dignité, en fait, de ces gens qui traversent ces fameuses expériences de migration et qui sont tout le temps enfermés dans ce mot piège absolu de migrants qui, en fait, ne rend pas compte du tout de la réalité de ce qui est vécu et du courage et de la force et de la
la volonté de ce que traversent ces gens. Donc il y a ce premier personnage. Il y a un deuxième personnage qui traverse plutôt cette forêt comme un purgatoire. On suit le fil de Dante, alors même si on ne connaît pas Dante et qu'on ne l'a pas lu, c'est absolument pas un problème pour lire le livre. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui a structuré le livre. Et le deuxième personnage qui s'appelle Nina, elle est polonaise, elle a une quarantaine d'années, elle est séparée, elle élève seule son fils dans l'ancienne maison forestière de ses parents. Et on sent que c'est quelqu'un pour qui quelque chose ne s'est pas accompli, n'est pas advenu dans l'existence. Donc elle remâche sa frustration un peu existentielle, en fait. Donc elle patauge, d'où cette idée un peu de marécage. Elle aurait voulu vivre ailleurs, elle aurait voulu avoir un autre destin, peut-être plus flamboyant, plus glamour, puisque c'était une femme qui était très belle et qui l'est toujours, mais qui sent aussi l'action du temps. Et elle est dans ce questionnement peut-être de comment se positionner dans l'existence, dans lequel je pense que tous les lecteurs et lectrices peuvent se retrouver finalement. Quel choix faire, quel chemin emprunter, quelle est mon éthique aussi dans l'existence, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui m'anime. Et elle est perdue, cette femme. Donc elle est intéressante, je trouve, parce qu'elle est ambivalente d'un point de vue moral aussi. Très fortement, oui. Ouais. Et le dernier personnage, ce personnage de Vera, qui elle est une journaliste biélorusse de plus de 50 ans. Donc vraiment, on voit des étapes en fait, de la vie aussi différentes. Et je me suis inspirée aussi, parce que je me suis beaucoup renseignée sur cette question des journalistes en Biélorussie qui sont, en fait, journalistes indépendants qui sont absolument persécutés. D'ailleurs, on a quasiment plus, ils sont tous quasiment en exil, notamment à Varsovie. Et moi, j'ai imaginé ce personnage qui a lutté toute sa vie pour une information indépendante, voilà, la plus proche de la vérité possible, et qui, en fait, est à un moment de sa vie où elle est désespérée face à l'état du monde, face à la violence de la dictature, face à la violence des fake news, pour le coup aussi, enfin de la torsion que l'on fait subir. Des difficultés, l'énonciation de la vérité. Voilà, de la torsion du langage, la torsion permanente de la vérité. Et elle espère trouver dans cette clairière, puisqu'elle a la possibilité de vivre quelques mois dans cette forêt, elle espère trouver un moment de répit, une respiration, et peut-être trouver aussi une force pour se tourner vers autre chose, lutter autrement. Puisqu'elle est dans un moment de désarroi. Est-ce que ça sert encore de lutter, y compris avec les mots ? Qui est une question que je me pose, évidemment. Vous disiez qu'elle cherchait, la deuxième personne cherchait à être guidée dans la vie, oui. Mais on a l'impression que l'ensemble de votre roman, et finalement la forêt, elle est le lieu un peu de la géographie, du GPS, et finalement la question de comment trouver son chemin dans la forêt, c'est comment trouver le chemin dans sa propre vie, dans son propre esprit, n'est-ce pas? Ah bah, tout à fait, c'est aussi pour ça que ça s'appelle traverser les forêts, parce que ces forêts sont multiples. Alors d'abord, la forêt, quand même primaire, est vraiment le quatrième personnage du livre. Vraiment, je voulais rendre le vivant non humain à hauteur de personnage, ce qui est vraiment une gageure dans l'écriture, c'est-à-dire comment faire entendre la puissance du lieu sans le ramener uniquement à une condition de décor, de paysage, ce que je ne voulais surtout pas. Donc il y a quelque chose de très vivant, de très organique, enfin je l'espère, dans cette forêt, pour montrer que justement cette urgence écologique, c'est aussi donner une voix, y compris romanesque, à ce qui ne peut pas en avoir dans un monde humain, strictement humain. Donc ça c'est une première chose sur cette question de la forêt. Et la forêt, c'est le lieu qui rassemble, qui fait société finalement, même si ces personnages sont extrêmement isolés. J'aime beaucoup l'idée qu'on appartient au corps social, qu'on le veuille ou non, que nos destins sont liés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. Donc cette forêt, elle est là aussi pour rassembler, pour montrer que les chemins se croisent, s'entrecroisent, se tissent, se frôlent. Et puis bien sûr, c'est la forêt intérieure, c'est la forêt de la vie psychique, c'est la forêt de l'inconscient, c'est la forêt de nos peurs aussi, c'est la forêt du mythe. Mais c'est Todorov. Voilà, il y a tout ça qui m'intéressait dans la symbolique de la forêt. Enfin là, on en aurait pour des heures à développer toutes les strates interprétatives de la forêt, mais je trouvais que c'était quand même quelque chose de passionnant à aller explorer par le langage. Alors j'ai une question à ce propos, parce qu'il y a une absence dans ce livre qui m'a beaucoup étonné et je me suis demandé si c'était volontaire ou pas, et donc vous allez pouvoir me répondre. Ah bah allez-y. La forêt Białowieża, comme dans la Divine Comédie, il y a un élément parmi d'autres, mais qui est central, qui est le fleuve. Oui. Chez vous,
l'eau n'apparaît pas beaucoup. Non. Ah non, mais l'eau n'apparaît vraiment pas beaucoup. Il y a les marais-cages à un moment. Alors, dans la forêt de Yaloveza, il y a plusieurs. Il y a Rivière, qui est la Naru. Alors, les noms, je ne vais pas oser prononcer. Naru, je ne sais plus, il y a une grande... Et il y a évidemment le fleuve Lété, Noé, etc. Et chez vous, il y a très peu d'eau. Les rares moments où on voit, c'est plutôt quelque chose d'un peu négatif. Tout à fait. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une sorte de manière de représenter la soif de la vie, etc. Pourquoi vous avez représenté vous avez tellement minoré l'élément aqueux? Alors, c'est une bonne question, parce que figurez-vous que pourtant, moi, j'aime l'eau. C'est vraiment mon élément, beaucoup plus que la forêt. Et je pense que... Alors, ça doit être très inconscient, parce que ça n'a pas... Autant, je suis plutôt très cérébrale, enfin, j'envisage vraiment intellectuellement la construction du livre, autant cette dimension, je pense qu'elle m'a échappé. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était, quand je vous ai dit, vous voyez, le point de départ, c'était la puissance de l'arbre. Je pense que j'étais quand même vraiment tournée vers le côté forestier, et pas effectivement l'élément aqueux, comme vous le dites. Et ce que moi j'avais lu sur cette forêt qui revenait beaucoup, c'était le côté marécageux. Et donc ça, en revanche, à un moment, je le développe surtout dans la dimension infernale, parce qu'en plus, Dante parle aussi des marécages. Oui. Et donc ça, je trouvais qu'il y avait une superposition intéressante. Mais dans mon esprit, l'eau est au contraire synonyme de joie, de vie. Moi, je suis née au bord de la mer, à Saint-Brieuc. J'aimerais beaucoup écrire. C'est absent de votre livre. Et c'est absent parce que justement... La joie et la purification et la salvation, l'eau lustrale, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout. Il y a effectivement, parce que, comment dire, ça ne collait pas finalement, tout simplement, avec la noirceur, sans doute, du livre et du monde contemporain, enfin, tel que je le vois. Il y a quand même une quête de lumière. Il y a quand même, on cherche la clairière, on cherche la lumière, on cherche peut-être l'eau vive, en effet. Et c'est drôle que vous posiez cette question, parce que j'aimerais beaucoup écrire sur l'eau. Mais pour moi, l'eau est justement un élément, alors, c'est galvaudé de le dire, mais insaisissable, enfin, très difficile à saisir par le langage. Et surtout, c'est pour moi le lieu vraiment de la joie. Et comme c'était un livre qui me travaillait dans le côté, justement, enfin, c'est quand même assez torturant, cette question de migrants qu'on laisse mourir, de personnes qu'on laisse mourir. Et je pense que je ne suis pas allée vers l'eau, parce que pour moi, c'est tellement pas associé à cette noirceur que nous vivons. Je l'explique comme ça. Mais ce qui veut dire que votre prochain roman, ça sera l'arrivée de Dante au paradis, où il rencontre Béatrice après s'être baigné dans les fleuves, et là, on va arriver à la lumière. Peut-être. Alors, en fait, il y a quand même déjà la quête de paradis, et le paradis un tout petit peu chez Vera, puisque la troisième voie, elle, évoque la notion de paradis. C'est vraiment structuré comme ça. D'ailleurs, il y a 9 chapitres. Au départ, c'était comme les 9 cercles de l'enfer. Et bon, ça jouait beaucoup avec la structure de Dante. Et le personnage de Vera, quand elle n'arrive pas à la même saison que les autres. Elle arrive au printemps. Et là, je me suis beaucoup inspirée du texte de Dante, dans l'idée de... Chez Dante, il y a vraiment les cercles de lumière, les sphères de lumière, quand on arrive au paradis, etc. Et moi, quand elle arrive... L'héritage platonicien. C'est ça, voilà. C'est cette espèce d'explosion de vie, de pureté absolue quand elle arrive dans cette forêt primaire. Là, il y avait une transposition d'une espèce de paradis terrestre, d'Éden dans cette forêt. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une rivière. Elle se promène au bord d'une rivière qui a des odeurs de fleurs douchées, dit-elle. Donc, vous voyez, j'ai quand même associé l'eau à cette arrivée dans le paradis, mais très vite, elle se dit que le paradis terrestre n'existe pas. Voilà, c'est aussi ça, l'interrogation sur le paradis. Traverser les forêts de Caroline Hinault, une auteure rennaise, je tiens à le rappeler, ou en tout cas à le signaler. J'ai beaucoup aimé l'ouvrage, qui est formidablement maîtrisé, réfléchi, conçu, et il y a une fabuleuse portraitiste sensorielle où la pensée et les sens se lovent avec une grande sensualité. Je vous invite à lire ce très bel ouvrage et j'ai hâte de lire la suite. Merci beaucoup. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.